Bonjour, dans cette vidéo je vais discuter quelques passages spécifiques de l'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne. Alors vous voyez ici, il s'agit de la version finale qui n'a pas été signée encore par la Suisse et dont l'Union européenne dit qu'elle ne veut pas renégocier. Je vous mets en description le lien vers ce document, de façon que vous puissiez le lire en entier si vous le souhaitez. Mais dans cette vidéo, je vais me contenter de discuter quelques passages spécifiques que j'ai mis en jaune. Alors là, vous voyez le titre « Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union européenne et la Confédération suisse ». Ce passage facilitant les relations bilatérales est très trompeur parce qu'en fait, c'est un changement complet de paradigme. Dans le passé, il y avait des accords entre la Suisse et l'Union européenne, mais c'était des accords entre deux entités au même niveau. Alors que l'accord cadre, c'est un accord asymétrique par lequel la Suisse s'engage à reprendre l'évolution du droit européen. Alors que bien entendu, l'Union européenne ne s'engage pas à reprendre l'évolution du droit suisse. Donc il s'agit bien d'un accord asymétrique. Et ça, c'est très différent des accords précédents. Donc il s'agit d'un changement de paradigme, mais ça aurait été plus honnête de dire que c'est un accord détruisant les relations bilatérales et les remplaçant par des relations asymétriques. Vous voyez qu'il y a un enfumage déjà dès la première ligne du titre de cet accord cadre. Alors maintenant, je vais descendre un petit peu, c'est encore des considérations générales au début de cet accord cadre. Et vous voyez qu'il est dit notamment que les parties sont convaincues qu'il faut moderniser les instruments régissant la relation économique entre l'Union européenne et la Confédération suisse, dont l'accord de libre-échange qui a été signé en 1972. Et ça, c'est important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y avait par exemple plus les accords bilatéraux 1 et 2, il resterait d'autres accords, et notamment cet accord de libre-échange. Donc les obstacles au commerce ne pourraient pas, il y aurait une limitation dans les obstacles au commerce que l'on pourrait introduire, vu qu'il subsisterait cet accord de libre-échange signé en 1972. Et puis même si cet accord de libre-échange disparaissait, il y aurait toujours la protection liée à l'accord du GATT et qui limite aussi les obstacles qui peuvent être mis au commerce. Donc il y a une sorte de filet de sécurité le plus bas qui est les règles du GATT. Donc on peut faire une plainte à l'Organisation mondiale du commerce si on juge qu'il y a un obstacle qui a été mis par un autre pays, un obstacle trop fort. Et puis, au-dessus de ça, il y a, liant uniquement la Suisse et l'Union européenne, il y a cet accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne. Et puis, au-dessus de ce deuxième filet de sécurité, il y a toute une autre série d'accords, et puis notamment les derniers, les accords bilatéraux. Et là, cette idée de moderniser l'accord de libre-échange de 1972 est très dangereuse parce que moderniser, ça sonne bien, mais en réalité, ça veut dire changer, probablement détériorer pour ce qui est de la Suisse, pour ce qui est des intérêts suisses. Et en tout cas, ça rentrerait ensuite dans le panier des accords liés à l'accord cadre. Et comme on verra tout à l'heure, tous ces accords tomberaient si l'accord cadre était dénoncé. S'il était d'abord signé et ensuite dénoncé, tous les accords qui sont liés à l'accord cadre tomberaient. Et donc si l'accord de libre-échange de 1972 était modernisé dans le cadre d'accord cadre, il tomberait lui aussi. Donc c'est ce filet de sécurité-là qui tomberait. Donc un premier point à remarquer, c'est que cet accord cadre est conçu de sorte à détruire des filets de sécurité existants, pour qu'ensuite on soit vraiment pieds et poings liés et que ce soit très difficile
Après avoir signé cet accord cadre, ce serait très difficile s'il s'avérait qu'il était tellement mauvais que la Suisse voulait le dénoncer. Voilà, maintenant on va descendre. Je descends lentement pour que vous voyez un peu. Il y a la partie 1, objectif, principe et champ d'application. Mais je ne vais pas trop m'attarder jusqu'à l'article 4. L'article 4, principe d'interprétation uniforme. L'idée, c'est que la Suisse participera, grâce à l'accord cadre, au marché intérieur de l'Union européenne, marché intérieur dans lequel les règles doivent être appliquées de manière uniforme. C'est le principe d'interprétation uniforme. Et par exemple, dans l'alinéa 2, il est précisé, dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l'Union européenne, les dispositions du présent accord et des accords concernés, et les actes juridiques de l'Union européenne auxquels référence y est faite, sont interprétés et appliqués conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, antérieure ou postérieure à la signature de l'accord concerné. Donc ça veut dire que chaque fois qu'interviendra une notion de droit de l'Union européenne et qu'il faudra l'interpréter, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui l'interprétera. Et ça concerne des interprétations qu'on connaît déjà parce qu'elles sont antérieures à la signature de l'accord, notamment de l'accord cadre, mais elles peuvent aussi être postérieures, donc ça peut être de la jurisprudence qui sera développée à l'avenir et dont nous n'avons aucune idée dans quel sens ça se développera. Donc voilà cet article 4. Rappelez-vous de cet article 4 parce qu'il y sera fait référence tout à l'heure. Et maintenant, je descends un peu dans cet accord cadre. J'arrive à la partie 2 sur le cadre institutionnel, la surveillance de l'application des accords. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Et j'arrive, je vais aller passer directement à l'article 10. Voilà, procédure en cas de difficulté d'interprétation ou d'application. Mais c'est dans cet article 10 que sera évoqué l'article 4 qu'on vient de voir tout à l'heure, mais juste avant, un mot sur l'article 9 qui est le principe d'exclusivité. Alors, les parties contractantes s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation. Je vous laisse lire tout, le reste, mais s'engagent à ne pas soumettre un différend à un mode de règlement autre que ceux prévus par le présent accord. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la Suisse ne pourra pas se plaindre auprès de l'Organisation mondiale du commerce si l'Union européenne prend des mesures de rétorsion trop fortes. Donc, vous voyez là, c'est dans le cadre de l'accord cadre, est mis hors jeu le filet de sécurité que constituent les accords du GATT et enlève la possibilité de se plaindre auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on voit qu'en signant cet accord cadre, on devient très vulnérable puisqu'on n'est plus protégé par l'Organisation mondiale du commerce. Et maintenant, je passe à cet article 10. Qu'est-ce qui se passe en cas de difficulté d'interprétation? Alors, lorsqu'il y a un différend, lorsque le différend soulève une question concernant l'interprétation et l'application d'une disposition visée dans le deuxième paragraphe de l'article 4 que je vous ai lu tout à l'heure, l'article 4 du présent accord, et si son interprétation est pertinente pour régler le différend et nécessaire pour lui permettre de statuer. Donc voilà, dans ces conditions-là, qui sont relativement vagues, on va le voir tout à l'heure, dans ces conditions-là, le tribunal arbitral saisit la Cour de justice de l'Union européenne. Alors il faut savoir qu'en langage juridique, quand c'est marqué saisit la Cour de justice de l'Union européenne, ça veut dire que le tribunal arbitral doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Elle est obligée de la saisir, c'est pas qu'elle peut la saisir. En langage juridique, le tribunal arbitral saisit, ça veut dire le tribunal arbitral doit saisir. Et la dernière phrase,
L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le tribunal arbitral. C'est-à-dire que c'est un arrêt contraignant, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui décide et le tribunal arbitral doit simplement reprendre la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. J'ai dit tout à l'heure que les conditions dans lesquelles le tribunal arbitral doit saisir la Cour de justice sont pas claires. Eh bien, c'est pas clair au point que on ne sait même pas, enfin il y a des disputes entre juristes pour savoir si ce texte actuel de l'accord cadre, si selon ce texte-là, le tribunal arbitral serait contraint de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour décider si une mesure de rétorsion de l'Union européenne serait ou pas proportionnelle. Donc même ça, ce n'est pas clair. Évidemment que si c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui décide si une rétorsion de l'Union européenne est proportionnelle, eh bien là, l'Union européenne se retrouve juge et partie. Mais même ce point-là n'est pas clair. C'est pour dire jusqu'à quel point c'est peu clair à quel point le tribunal arbitral doit saisir la Cour de justice. Et grosso modo, dans la plupart des cas, il faut s'attendre à ce que le tribunal arbitral doive saisir la Cour de justice dont l'arrêt sera contraignant. Et c'est ce qui fait que le tribunal arbitral n'est qu'un tribunal écran, en réalité, qui est là pour enfumer les gens. Mais au bout du compte, la plupart du temps, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui décidera. Voilà, je descends un petit peu. Alinéa 6, si la partie dont le tribunal arbitral a constaté qu'elle n'a pas respecté le présent accord. J'ai souligné ça parce qu'il faut bien voir, c'est le tribunal arbitral constate qu'une partie n'a pas respecté le présent accord. On présente souvent la situation en disant la Suisse peut signer cet accord cadre, ça ne l'engage pas à reprendre automatiquement le droit, l'évolution du droit européen, puisqu'elle peut refuser en fait. C'est soit elle est d'accord, soit elle n'est pas d'accord, et puis elle ne le reprend pas, et puis il y aura des mesures de compensation prises par l'Union européenne, mais la Suisse peut au fond faire comme elle le souhaite. Et ça paraît très bizarre à la base, parce que on se dit pourquoi est-ce que l'Union européenne insiste tellement pour que la Suisse signe cet accord cadre si, au bout du compte, la Suisse pourrait simplement refuser tout ce qui lui déplaît, enfin faire finalement comme elle veut, et qu'il y aurait simplement des mesures de compensation qui resteraient très proportionnées. Eh bien, la situation, c'est que en réalité, c'est pas ça. Quand on vous dit que la Suisse peut décider de reprendre ou de ne pas reprendre l'évolution du droit européen, eh bien, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'elle s'engage à reprendre l'évolution du droit européen et que si elle ne le fait pas, elle ne respecte pas ses engagements. Eh bien, si elle ne les respecte pas, on n'en sera pas forcément une bombe atomique sur la Suisse. Il y aura ces mesures de compensation. Mais elle se trouvera dans la situation d'un pays qui n'a pas respecté son accord. C'est un peu comme si vous parquez votre voiture à un endroit où c'est interdit. Eh bien, après, vous aurez une amende, et vous avez une amende parce que vous n'avez pas respecté les règles. Et c'est pas simplement que vous avez le choix de parquer où vous voulez, mais simplement à certains endroits il faut payer quelque chose. C'est pas ça. Vous devez. Il est interdit de parquer votre voiture à cet endroit-là, et si vous la parquez là, vous avez violé les règles et vous avez une amende. La différence avec le parking et puis l'accord cadre, c'est que pour le parking, le montant de l'amende est relativement clair. Donc vous savez à quoi vous attendre si vous parquez là où c'est interdit. Par contre, pour l'accord cadre, c'est vraiment pas clair quelle sera l'étendue des mesures de représailles. Cette question d'étendue des mesures de représailles est discutée juste en dessous, vous le voyez ici. Ils n'appellent pas ça mesure de représailles, mais mesure de compensation, ce qui sonne beaucoup plus gentil. On veut juste compenser, on va pas
On ne va pas exagérer, n'est-ce pas? Ce sera des mesures compensatoires proportionnelles. Donc il est dit que si la Suisse, enfin si une partie, mais ce sera pour la Suisse, ne respecte pas ses engagements, alors l'autre partie peut prendre des mesures de compensation allant jusqu'à la suppression de tout ou partie d'un ou des accords concernés afin de remédier à un déséquilibre éventuel. Donc la suspension, jusqu'où ça peut aller, c'est simplement de suspendre un accord. Donc il y a l'accord cadre qui chapeaute beaucoup d'accords, et puis si par exemple il y a un accord chapeauté là qui est un accord dans un certain domaine, et que il y a une évolution du droit européen et puis que ça devrait donc modifier un peu cet accord et que la Suisse refuse de faire cette petite modification, eh bien, la Suisse aurait violé ses engagements en ne reprenant pas l'évolution du droit européen et puis l'Union européenne serait en droit de prendre une mesure de compensation allant jusqu'à la suspension de cet accord-là. Donc c'est une menace énorme, puisque si vous refusez d'avancer un petit peu, on enlève tout l'accord en question. Donc remarquez que c'est indiqué que les mesures peuvent aller jusqu'à une suspension, et il n'y a aucune indication de limitation dans le temps. C'est pas marqué que ça peut être suspendu pendant 6 mois ou pendant une année. Ça peut être suspendu pour une période illimitée. C'est des mesures de compensation qui peuvent aller très loin. Maintenant, on arrive à la question de la proportionnalité. Il est indiqué ici, chaque partie peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité des mesures de compensation conformément au protocole sur le tribunal arbitral. Donc, il peut soumettre à l'arbitrage du tribunal arbitral la question de savoir si les mesures dites de compensation, ou peut-être les mesures de représailles, si elles ont été proportionnelles. Et là, il faut voir deux choses. La première, c'est que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pas du tout clair que le tribunal arbitral sera autorisé à décider lui-même si la mesure prise était proportionnelle ou pas. Il est possible que le concept de proportionnalité soit considéré comme un concept de l'Union européenne, et dans ce cas, le tribunal arbitral devra consulter la Cour européenne, dont l'avis sera contraignant. Donc, en fin de cause, c'est pas sûr du tout que ce soit le tribunal arbitral qui décide. Mais en plus, même si c'est le tribunal arbitral qui décide, dans ce tribunal arbitral, il y aura un juge suisse, un juge de l'Union européenne, et puis un juge désigné à la fois par le juge suisse et par celui de l'Union européenne. Donc, il y aura 3 juges. Et bon, le juge suisse pourrait être mis en minorité par les 2 autres juges, et puis même, il est tout à fait possible que le juge suisse, à titre personnel, en son fort intérieur, souhaite qu'à terme, la Suisse adhère à l'Union européenne. Finalement, chez les élites, ils sont très souvent très pro-européens et favorables à terme à l'adhésion, même si par les temps qui courent, il prône rarement une adhésion immédiate. Donc il est tout à fait possible que ce Suisse qui siège au tribunal arbitral ne défende pas les intérêts de la Suisse, mais pousse au contraire à ce que la Suisse reprenne au maximum l'évolution du droit européen pour qu'ensuite on puisse dire, puisque de toute façon on doit reprendre l'évolution du droit européen, on pourrait tout aussi bien rentrer dans l'Union européenne, adhérer à l'Union européenne. Donc, aucune garantie sur la proportionnalité des mesures. Donc, vous voyez que c'est pas du tout comme si vous parquez votre voiture à un endroit où c'est interdit. Là, vous avez une amende dont vous pouvez savoir à l'avance même le montant. Là, c'est très très peu clair quelle serait l'étendue des mesures de représailles. Et c'est à contraster avec la situation actuelle où quand la Suisse a un accord avec l'Union européenne et puis que
l'Union européenne aurait envie d'actualiser cet accord, et bien si la Suisse refuse d'actualiser cet accord, au pire, elle reste avec l'accord existant. Donc il y a une sorte de sécurité, et là, elle reste au pire avec l'accord existant. Alors que le pire qui peut arriver, si l'accord cadre est signé, ça c'est vraiment pas clair, parce que c'est pas clair si c'est le tribunal arbitral qui décidera ou si c'est le tribunal européen, et si c'est le tribunal arbitral. Ça va dépendre de trois juges, dont un juge suisse qui défendra ce qu'il voudra bien défendre, ce qui ne sera pas nécessairement les intérêts de la Suisse. Et c'est pas du tout dans l'esprit suisse de confier à une personne un pouvoir aussi immense. Même nos élus, finalement, on peut faire des référendums, on ne les laisse pas simplement décider comme ça pour nous. Et là, ce juge suisse, il ne sera évidemment pas élu par le peuple non plus. Donc, il partagera avec le juge européen et puis le juge désigné de façon commune un pouvoir immense. Je passe à l'alinéa 8. Lorsque l'application de toute ou partie d'un ou des accords concernés est suspendue, les droits et obligations que les particuliers et opérateurs économiques ont déjà acquis sont préservés. Alors là, j'ai souligné parce qu'il est parfois évoqué pour dire que, ben non, ça peut pas descendre plus bas que les accords qui existent déjà avant l'accord cadre. Cela, il risque pas d'être remis en question parce que c'est marqué que les droits et obligations déjà acquis sont préservés. Mais il faut bien lire correctement la phrase, et c'est les droits et obligations que les particuliers et opérateurs économiques, pas les pays. Donc, ce que signifie cette phrase, c'est que si, grâce à l'accord de libre circulation des personnes, quelqu'un s'est installé dans un autre pays, et puis que cet accord de libre circulation des personnes tombe, par exemple, est dénoncé, eh bien, la personne qui vit dans l'autre pays, elle conserve les droits qu'elle a acquis. Mais ça, il s'agit d'une personne et pas un pays. Cet alinéa 8 ne met aucunement une limite au passage de l'alinéa 6 qui dit que les mesures de compensation peuvent aller jusqu'à la suspension illimitée dans le temps d'un accord. Voilà, maintenant je vais aller un peu plus loin. Vous voyez que ce texte est quand même assez long si vous voulez le lire en entier. Entrée en vigueur et dénonciation. Donc je vais lire le parti sur la dénonciation. L'Union européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord. Il s'agit donc de l'accord cadre institutionnel. L'Union européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. Le présent accord et les accords qui se réfèrent au présent accord cessent d'être applicables 6 mois après la réception de la notification. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que tous les accords qui sont chapeautés par l'accord cadre, si l'accord cadre devait être un jour signé puis dénoncé, eh bien, tous ces accords tomberaient 6 mois après la notification de la dénonciation. Si vous lisez la suite, vous verrez ici qu'il est indiqué que les parties peuvent trouver une sorte de séparation à l'amiable, mais si l'Union européenne joue dur, ce qu'elle a tendance à faire, eh bien ces accords tomberont 6 mois après réception de la notification. Et ça inclut aussi des accords qui étaient signés avant la ratification d'un accord cadre qui, je le rappelle, n'est encore ni signé ni ratifié par la Suisse. Et ça donne une idée de concept de proportionnalité. Parce que ce qui aurait été naturel de dire, c'est à la limite que toute l'évolution qu'il y a eu sous le chapeau de l'accord cadre, eh bien tout ça serait perdu et que les accords reviendraient à l'état qu'ils étaient avant ratification de l'accord cadre, si l'accord cadre devait être dénoncé. Ça paraîtrait assez proportionnel. Et vous voyez que ça va beaucoup plus loin, puisque même les accords qui existaient avant l'accord cadre cesseraient d'être applicables. Voilà, maintenant on arrive aux annexes. Je vais peut-être juste vous montrer
dans le protocole 1 sur les règles applicables afin de tenir compte des spécificités du marché du travail suisse. Alors là, c'est là qu'il est indiqué que la Suisse peut appliquer un délai d'annonce préalable pour les prestataires de services indépendants au détachant des travailleurs sur son territoire de maximum de 4 jours ouvrables. C'est aussi indiqué ici, la Suisse peut, dans le cas des prestataires de services n'ayant pas respecté leurs obligations financières auprès des organes d'exécution dans le cadre d'une prestation de service précédente, demander le dépôt d'une garantie financière proportionnée avant une nouvelle prestation de service. Donc là aussi, ça a l'air très gentil. C'est comme nous laisser 4 jours, c'est très gentil. Si on ne sait pas qu'actuellement c'est 8 jours. Et ici aussi, c'est très gentil si on ne sait pas que actuellement, c'est tous les prestataires de services qui doivent laisser un dépôt de garantie pour le cas où ils ne respecteraient pas les règles suisses et puis donc un dépôt sur lequel une amende pourrait être prise. Tandis que ce qui est prévu ici, c'est seulement les prestataires de services qui ont, dans le passé, pas respecté une obligation financière. Donc, c'est deux points qui réduisent les mesures d'accompagnement et ça fait beaucoup de bruit, notamment au Parti socialiste et surtout dans les syndicats. À mon avis, c'est une question relativement secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est pas seulement ce sommet de l'iceberg que l'on voit actuellement, mais c'est cette reprise du droit européen, cette reprise de l'évolution du droit européen qui est prévue par l'accord cadre. Donc c'est plutôt ici, dans cet article 10, qu'il y a les gros problèmes. Qu'il faut qu'on va devoir reprendre des choses. Chaque année, il faudra reprendre des choses dont on n'a actuellement aucune idée. Et ça me paraît un peu frivole de se centrer sur quelque chose, certains points comme ces 4 jours, ces 8 jours actuellement, que l'on perdrait, qui attirent l'attention parce qu'ils sont très visibles, mais alors que c'est juste le sommet de l'iceberg, parce qu'en réalité, on s'engage sur une quantité énorme de modifications futures dont on n'a aucune idée de quelles seront leur nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne quelques indications plus précises sur le texte même de l'accord cadre institutionnel, que vous voyez mieux quels sont les problèmes et que vous êtes convaincu que c'est un accord cadre qu'il faut rejeter au cas où les politiciens n'auraient pas la sagesse de le rejeter eux-mêmes. Merci pour votre attention et à la prochaine. Pour défendre la démocratie directe en Suisse, rejoignez-nous sur Dcube. Vous avez à l'écran des indications sur la manière de nous rejoindre. Si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo.